Bei est le chef d'une équipe éveillée performante appelée le Noyau Divin. Parce que la magie existe dans ce monde, les démons et leurs grottes sont apparus, ce qui a conduit ceux qui ont des pouvoirs spéciaux comme Bei à s'éveiller. Son équipe est la plus forte de leur organisation, et ils ont pour mission d'exterminer le roi démon, Belphégor. Belphégor est un démon de classe triple S avec 5 éléments, ce qui fait de lui un adversaire coriace. Bei et les autres guerriers ont reçu leurs instructions des dieux. Alors qu'ils entrent dans la grotte, Bei crie pour informer son équipe que la mission a commencé. C'est la 100e grotte démoniaque de haut niveau que l'équipe compétente a défiée. Son équipe comprend Ling Yue, Han Xiaoling et Lucian. En raison de sa difficulté prévue, la mission a été désignée comme une opération de purge de classe L, le rang le plus élevé. Cependant, l'équipe est enthousiaste à l'idée de cette mission car on leur a promis des vacances une fois qu'ils auront vaincu Belphégor. En parfaite synchronisation, l'équipe libère ses pouvoirs sur les démons qui attaquent. Bei mène l'attaque alors qu'il traverse facilement les démons avec des attaques rapides et précises. Ceci est possible car tous les membres du Noyau Divin sont des guerriers de rang L. En quelques minutes de coordination, l'équipe nettoie la grotte et tue le roi démon, Belphégor. Les membres de l'équipe parlent avec enthousiasme de la facilité avec laquelle cela s'est fait. Cependant, Lucian est sceptique quant à l'opération. Il a l'impression que c'était trop facile pour une mission de rang L, et Bei est d'accord. Les informations qu'il a reçues indiquaient que le roi démon avait 5 éléments et une compétence cachée. Alors qu'il analyse ce qui pourrait clocher, Ling Yi le serre dans ses bras par derrière en lui demandant s'il va les inviter à un festin. Lassé d'elle, il la repousse en disant à l'équipe qu'ils vont dîner à leur endroit habituel. Han n'arrive pas à croire que leur capitaine gâche une chance avec Ling. Juste à ce moment-là, ils ont remarqué que le dernier membre de leur équipe est manquant. Il n'avait pas aidé pendant le combat et était introuvable. L'équipe n'est pas inquiète puisqu'elle a terminé la mission. Soudain, il apparaît derrière eux, lève la main et déclare le début de l'opération de purge. Han est immédiatement touché à la tête par un projectile, le tuant instantanément. Le choc traverse l'équipe alors qu'il voit Han par terre, la moitié de sa tête disparue et du sang se répandant sur le sol. Alors que l'équipe est encore sous le choc, le traître révèle qu'il a été chargé de la mission de purge par Dieu lui-même. Bei remarque qu'il ne peut pas bouger son corps, et le traître révèle qu'ils ont mangé des petits déjeuners additionnés de poudre paralysante depuis un mois. Le traître retient ensuite le reste de l'équipe avec sa compétence divine, des vignes interdites, limitant leurs mouvements. Il explique qu'il a été chargé de la mission d'anéantir l'équipe et qu'il devait se préparer. Alors qu'il explique avec arrogance, Bei et les autres demandent pourquoi il les a trahis. Le traître répond que c'est le décret de Dieu d'anéantir les guerriers de classe L. Il resserre son emprise sur Bei et les autres, les forçant à crier de douleur. Ils perdent lentement conscience en crachant du sang, se demandant toujours pourquoi leur coéquipier les a trahis. Bei rappelle à l'homme que le Noyau Divin n'a jamais franchi de limite qui méritait la mort. Puisqu'ils ont suivi toutes les règles, Bei veut savoir pourquoi ils ont dû mourir. Le traître leur dit avec arrogance que Dieu n'a pas besoin d'une raison pour les tuer. Il s'approche de Bei et, après l'avoir étouffé avec ses vignes, il lui transperce la poitrine. Bei n'arrive pas à surmonter la trahison car il considérait le traître comme faisant partie de sa famille. L'équipe était ensemble depuis 10 ans et était pratiquement inséparable. Le traître se moque de Bei pour sa naïveté. Il lui dit qu'il n'a jamais fait partie de la famille. Depuis le premier jour où il a rejoint le Noyau Divin, il est en mission pour les dieux. Essentiellement, Bei et son équipe n'étaient que des pions. Le traître a rejoint l'équipe pour les étudier et a bien joué son rôle. Bei et l'équipe perdent finalement toute force vitale et s'effondrent. Le traître se tient au-dessus d'eux et achève Bei d'une balle dans la tête. Ce jour-là, le 22 mai 2125, Bei et son équipe de guerriers de classe L ont été tués. Leurs corps gisent sur le sol alors que le traître s'éloigne pour se préparer à ses vacances. Alors que la conscience de Bei s'estompe, il entend soudain une voix exigeant qu'il conclue un accord. Il est choqué de se retrouver enchaîné dans un environnement inconnu. Devant lui se trouve un homme effrayant en costume avec une aura sombre. Bei regarde de plus près et réalise qu'il s'agit de Belphégor, le roi démon. Il se demande comment le roi démon est vivant. Belphégor taquine Bei, disant qu'un roi démon de haut rang ne mourrait pas si facilement. Ils sont dans son domaine de l'âme où tout le royaume est sa force vitale. Lassé du bavardage du roi démon, Bei suggère qu'il passe aux affaires. Voyant la colère de Bei, le roi démon propose un accord. Belphégor révèle que sa compétence cachée est la régression de la vie. Il dit à Bei qu'il peut l'envoyer dans le passé, lui donnant une chance de changer le résultat. Après qu'on lui ait rappelé comment son équipe est morte, Bei n'hésite pas à accepter la proposition du roi démon. Il brûle de rage et jure de tuer le traître et les dieux qui ont donné les ordres. Le roi démon est satisfait et, en plus de l'aider, il accorde à Bei un autre cadeau, le cœur de Belphégor. Bei demande au roi démon pourquoi il conclut un accord avec lui, mais il est renvoyé avant d'obtenir une réponse. Quand il ouvre les yeux, il se retrouve dans une salle de classe avec son professeur, Wang, qui lui crie dessus. Bei est retourné 20 ans en arrière, en l'an 2105. C'était l'époque où Bei était dans la division du collège de l'Académie des éveillés de la nation avant son éveil.
Bei est surpris qu'il soit vraiment revenu dans le passé. Le professeur le gronde pour avoir dormi en classe, surtout une classe juste avant sa cérémonie d'éveil. En guise de punition, le professeur lui ordonne de se tenir au fond de la salle de classe. Toujours sous le choc, il marche lentement vers le fond, fixant des camarades de classe qu'il n'a pas vus depuis près de 20 ans. Le professeur poursuit la leçon, expliquant les 5 pouvoirs élémentaires, la foudre, la fleur, le nuage, le nucléaire et le stellaire. Une personne ne peut avoir qu'un seul élément. Le professeur se prend elle-même comme exemple, déclarant qu'elle possède le rare élément nuage. Elle ajoute ensuite que les éléments sont divisés en 3 catégories en fonction de la façon dont ils se lient au corps, au combat, au soutien et au spécial. Elle explique que chaque équipe comprend les 5 éléments avec des rôles différents. L'équipe de guilde de l'école en est un exemple, composée d'un mage stellaire, d'un guerrier des nuages, d'un barde nucléaire et d'un assassin de la foudre. Le professeur félicite les élèves d'être rares et leur dit que le jour de l'éveil est le jour le plus important de leur vie. Il existe près de 100 professions éveillées connues classées de la poussière, la plus basse, à la céleste, la plus haute, avec des rangs de braise et d'abîme entre les deux. Les élèves n'ont qu'une seule chance de s'éveiller, et elle leur fait savoir que le statut avec lequel ils s'éveillent déterminera leur avenir. Après le cours, les élèves se préparent à l'éveil. Bei croise un camarade de classe qu'il appelle 4 yeux à cause de ses lunettes. 4 yeux se fait intimider par un élève ennuyeux, Hong Xiangsheng, un assassin stellaire de rang E, ce qui le rend populaire auprès de ses camarades. Bei n'est pas surpris car Hong a toujours brutalisé les gens. Avant que Hong ne puisse embêter 4 yeux plus longtemps, le professeur apparaît. Elle dit à Hong que l'école n'est pas un endroit pour intimider et voler les gens. On essaie avec arrogance de changer l'histoire, disant au professeur que 4 yeux l'a heurté, et qu'il ne prenait de l'argent qu'à titre de compensation. Il dit hardiment à Wang qu'il l'aurait fait virer si ce n'était pas parce qu'elle est attirante. Une fois qu'il a terminé, lui et ses amis se préparent à partir. Voyant Bei sur son chemin, il le pousse de côté. Bei ne réagit pas, mais regarde plutôt le professeur s'occuper de 4 yeux. Wang est une bonne enseignante qui se soucie de ses élèves malgré son apparence dure. Bei se souvient que Wang l'a aidé dans sa vie passée après son éveil. Juste à ce moment-là, Wang est informé que c'est au tour de sa classe pour la chambre d'éveil. Comme une mère, elle dit à ses élèves de rester calmes pour éviter les blessures. Dans ce monde, il existe 2 méthodes d'éveil. Il y a un éveil naturel, comme celui qu'a eu Hong, c'est pourquoi il est si arrogant. L'éveil naturel se produit généralement chez les personnes ayant une forte constitution physique et dont le talent s'active lors de moments émotionnels extrêmes. L'autre est la méthode artificielle où ceux qui ont du potentiel entrent dans la chambre d'éveil. La chambre est un produit de scientifiques compétents. À l'intérieur, les émotions et l'adrénaline sont intensément stimulées. Cela force l'éveil dormant chez les candidats potentiels à s'activer. Parce que cela n'arrive qu'une seule fois, c'est considéré comme le seul moyen pour quelqu'un de changer sa vie. Certains des camarades de classe de Bei sont entrés dans la chambre d'éveil avant lui et ont reçu de belles professions. L'un s'est réveillé avec la profession de niveau bleu, qui est la classe ambre. Finalement, c'est au tour de Bei, et le professeur lui dit de se concentrer à l'intérieur. Bei reconnaît son instruction et entre dans la chambre. Dans sa vie passée, Bei s'est réveillé en tant que guerrier nucléaire de rang E, qui est une classe de niveau poussière et considérée comme la profession la plus nulle. Son éveil à l'époque a conduit à une intimidation constante, et ce n'est que lorsqu'il a atteint le rang S qu'il a éveillé le type le plus rare. En entrant dans la chambre, Bei s'attend à obtenir une profession nulle comme d'habitude. Cependant, il est choqué lorsque le système affiche un message d'erreur. La chambre s'active et détecte 5 éléments au lieu d'un seul habituel. Sans ses entrailles brûlées alors que le système affiche le message d'éveil infini. Le système l'informe qu'il peut choisir n'importe quelle classe parmi n'importe lequel des 5 types élémentaires comme classe initiale. Bei apprend qu'il peut améliorer les autres classes une fois que sa classe initiale atteint son potentiel maximum. Il est choqué quand il réalise qu'il a reçu une accumulation élémentaire. Apparemment, il peut choisir de nouvelles classes à l'avenir, du rang de poussière jusqu'au rang céleste, tout en conservant leur qualité. Bei a également la chance de débloquer le rang caché au-dessus du céleste. Il se rend compte qu'il peut faire tout cela grâce au cadeau du roi démon. On lui a donné la capacité d'éveil infini, ce qui est du jamais vu. Le système dit alors que toutes les autres barres élémentaires seront effacées une fois qu'il aura sélectionné sa classe initiale. Après avoir pris son temps, Bei choisit sa classe. Il sort et retrouve le professeur qui est excité d'entendre avec quoi il s'est réveillé. Bei raconte à Wang la nouvelle décevante qu'il s'est réveillé en tant que guerrier nucléaire, la pire qualité de la classe verte. Wang est surprise, mais étant une bonne enseignante, elle l'encourage toujours, en disant que de grands hommes ont également émergé de la classe verte. Elle exhorte Yi à ne pas abandonner, mais il lui dit humblement qu'il n'y a pas besoin de réconfort. On surprend la conversation et, comme prévu, y met son nez. Il dénigre Bei, disant que le professeur ne lui donne que de faux espoirs et que la réalité est différente. On rappelle à Bei que la classe de poussière signifie qu'il est au bas de la chaîne alimentaire. On continue son comportement arrogant, disant à Bei que les dieux choisissent les forts tandis que les faibles doivent être piétinés. La mention des dieux déclenche immédiatement Bei,
mais il reste calme alors que Hong continue ses absurdités. Il rappelle à Bei qu'il devra s'asseoir au dernier rang dans les classes parce que c'est ainsi que fonctionne la société. Apparemment, les rangs célestes s'assoient devant, suivis par l'abîme, la braise et enfin, le rang de poussière. Les guerriers de rang de poussière sont considérés comme des déchets et ne peuvent faire des affaires qu'avec d'autres rangs de bas niveau. On ajoute qu'il n'y a aucun moyen pour Bei de changer son destin par le travail acharné, appelant cela une perte de temps. On se rapproche de Wang pour lui dire des bêtises, mais Bei en a assez. Il saisit la tasse de café que Hong tient et la renverse sur son visage. On est choqué, ne croyant pas ce qui vient de se passer. Il demande avec colère à Bei ce qu'il pense faire, et Bei répond que sa voix est comme du bruit pour lui. Les actions et les paroles de Bei suffisent à énerver Hong, et il décide que Bei doit recevoir une leçon. Il vise un coup de poing à Bei, et Wang essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. À son insu, Bei est déjà préparé. Avant que l'attaque ne frappe, il conjure une épée de lumière et bloque l'attaque de Hong. Il la part ensuite, projetant Hong au loin au choc de tous. Hong s'écrase au sol tandis que la pose de Bei montre qu'il a utilisé un minimum d'effort. Hong crache du sang alors qu'il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Les autres élèves qui regardent n'en croient pas leurs yeux. Apparemment, il a intentionnellement choisi la classe de guerrier nucléaire parce qu'il y est déjà habitué. C'était sa classe dans sa vie passée, et il sait tout à ce sujet. Hong parvient à se remettre sur pied et dit avec arrogance à Bei qu'il a juste eu de la chance. Il mentionne qu'il est un rang d'abîme et qu'il est complètement différent des déchets comme Bei. Wang, avec son œil vif, comprend que Bei n'a pas eu de chance. Elle réalise que Bei a utilisé une compétence de mouvement de premier plan exclusive à la classe des guerriers. Wang sait que la compétence de parade permet au détenteur d'annuler une attaque tout en renvoyant toute sa force à l'adversaire. Elle est choquée de voir Bei réussir si facilement alors que c'est une compétence que son maître n'a pas pu maîtriser après 10 ans de pratique acharnée. Wang est plus perplexe que Bei, venant de se réveiller, et déjà une expérience de combat aussi élevée. Pendant que Wang est perdu dans ses pensées, Wang dégaine une épée courte prête à faire tomber Bei. Wang est maintenant vraiment en colère et assure à Bei qu'il va l'embarrasser devant tout le monde. Bei reste là, froidement, révélant qu'il a intentionnellement choisi la classe de poussière. Il sait que dans un futur proche, tous ses détracteurs verront le bon côté de la classe poussière, mais il sera trop tard. Les élèves sont excités alors que les deux prennent une pause de combat. Cependant, il est interdit de se battre avec des pouvoirs à l'école. Le père de Hong est un fonctionnaire important et son oncle est le doyen de l'école. Bei, en revanche, n'a pas de famille respectable, ce qui signifie qu'il a tout à perdre. 4 yeux craint d'être expulsé s'il se bat contre Hong et demande au professeur quoi faire. Le professeur prend rapidement l'initiative. Elle intervient pour leur dire d'arrêter, mais Hong est déjà énervé. Il veut se venger de Bei pour l'avoir humilié. On menace de rouer de coups Bei même s'il se met à genoux et supplie. Il se considère comme très talentueux alors que Bei n'est qu'un perdant. Le professeur sait également que Hong a raison car la différence de leurs attributs est grande. Hong est un guerrier de rang abyss, ce qui lui donne un bonus de 200% dans tous les attributs. Les rangs abyssaux sont de loin supérieurs car leurs attributs sont le double de ceux d'un rang poussière lors de l'éveil, et ils peuvent croître alors que le rang poussière reste stagnant. Personne ne regarde, y compris 4 yeux, ne croit que Bei ait une chance. Il suppose qu'il va être écrasé. 4 yeux convient que Hong est une personne dégoûtante, mais a survécu en jouant l'idiot pour éviter les problèmes. Il croit qu'éviter Hong est la seule façon de survivre car un affrontement direct ne mènera qu'à une fin désagréable. Une fois qu'il a fini d'évaluer son adversaire, Hong court vers lui. Le professeur est inquiet et crie à Bei de faire attention. Elle suppose que Bei prévoit de parer à nouveau l'attaque de Hong, mais sait que cela pourrait ne pas fonctionner car la compétence consomme beaucoup d'endurance. La vitesse à laquelle Hong arrive rendra la parade inutile. Même Hong est convaincu qu'il a l'avantage. Bei, cependant, sourit simplement. Il n'a aucun intérêt à esquiver car il a une autre carte dans sa manche. Juste au moment où Hong l'atteint, il active la compétence Flash Blink. Il s'agit d'un effet flash instantané qui permet à l'utilisateur de franchir les obstacles. C'est fini en un clin d'œil, et avant que Hong ne s'en rende compte, Bei l'a frappé dans une partie vitale de son corps. Il crache du sang en essayant de comprendre quand Bei est arrivé derrière lui. Il claque le sol de frustration et d'humiliation tandis que les élèves sont dans l'incrédulité totale. Aucun des spectateurs n'a aperçu ce que Bei a fait. La seule chose qu'ils ont vue était Hong s'écraser au sol. Même le professeur n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Cependant, le président de classe, Kui-in, a en fait vu ce que Bei a fait. Kui-in se rend compte que Bei a maîtrisé l'utilisation de plus haut niveau d'une compétence de base de guerrier et l'a appliquée pendant le combat. Pendant ce temps, les élèves se demandent tout ce qui ne va pas avec Hong. Sur l'écran d'état, Bei remarque que l'un de ses attributs a augmenté parce qu'il a vaincu un adversaire. Cependant, il n'est pas impressionné par les points, les considérant comme trop peu nombreux. Il sait que vaincre des démons est la seule façon d'obtenir des points plus élevés et prévoit de le faire dès qu'il le pourra. Toujours en difficulté sur le sol, Hong n'est pas prêt à abandonner. Il dit à Bei de ne pas partir car il n'en a pas fini avec lui. Il attrape son couteau et essaie d'attaquer Bei par derrière, mais avant qu'il ne puisse le faire,
ils entendent une voix leur dire d'arrêter. C'est le doyen de l'école, Hong Lin, qui est l'oncle de Hong. Lin se moque de Hong, lui disant qu'il s'est déjà ridiculisé et dit aux élèves de rentrer chez eux. À la mention de la maison, il se rend compte dans la tête de Bei qu'il a une maison. Il avait oublié parce qu'il venait de renaître, et ses parents étaient déjà morts dans sa vie passée. Il se souvient que quelque chose de tragique s'est produit ce jour-là, et avant que le doyen ne puisse s'adresser à lui, il s'élance frénétiquement. Même Hong est choqué lorsque Bei s'enfuit de la scène. Le doyen est à court de mots, mais se tourne vers Wang, lui disant de maîtriser son élève. Il promet de fermer les yeux sur ce qui s'est passé, et Wang le remercie. Plus tard, Hong suit son oncle à son bureau pour justifier ce qui s'est passé. Il prétend que Bei a juste eu de la chance, mais son oncle lui crie dessus en disant que Bei l'a complètement humilié. Léon se tenait au loin et a vu Bei utiliser le flash blink. Il explique à Hong que dans cette fraction de seconde, Bei a trouvé son point le plus faible et l'a frappé, le laissant sans défense. Le doyen est énervé car même avec son expérience, il ne peut pas exécuter la compétence flash avec une telle compétence. Le doyen compare la bataille de Hong avec Bei à celle d'un joueur pro jouant avec un noob, faisant savoir à son neveu que Bei n'est pas un enfant ordinaire. Pendant ce temps, Bei se précipite, pensant à l'importance pour lui de rentrer chez lui. Il atteint rapidement l'immeuble d'appartement, se souvenant de la façon dont les choses se sont passées dans sa vie passée. Il est prêt à l'empêcher de se reproduire même s'il meurt en essayant. Bei entre dans la maison pendant que son père regarde la télévision et que sa mère fait la vaisselle. Il a l'air en colère en entrant, et son père est surpris qu'il soit rentré tôt. Bei ignore son père et se concentre sur sa mère. Les larmes aux yeux, il exprime sa joie que sa mère aille bien. Sa mère est muette et communique avec Bei en utilisant la langue des signes. Elle lui dit qu'elle a fait ses nouilles aigres piquantes préférées, mais Bei dit immédiatement qu'il n'est pas intéressé par les nouilles aujourd'hui. Il lui dit qu'il veut manger du poisson mariné. La mère de Bei essaie de discuter, mais finit par céder à l'entêtement de son fils. Elle accepte d'aller chercher le poisson mariné, et Bei propose de la suivre, mais son père l'arrête, disant que sa mère peut y aller seule. Il se demande pourquoi Bei est revenu et ne l'a pas salué. Il se lève, prend son alcool et demande à Bei comment s'est passé son éveil, désireux d'entendre avec quoi son fils s'est éveillé. Il s'avère que le père de Bei, Belinchon, est un guerrier électrique de classe et est assez fort, ce qui le rend dangereux. Bei dit à son père qu'il ne s'est pas réveillé ce jour-là parce que les choses ont pris trop de temps. Son père exige de savoir pourquoi il est rentré tôt s'il ne s'était pas réveillé. Il mentionne être déçu par la classe d'éveil du fils de son ami et s'attend à ce que son propre fils s'éveille avec le rang Abyss. Lin Sheng affirme qu'il s'est réveillé avec le rang Abyss et a versé sa sueur et son sang dans l'éducation de son fils. Énervé et avec une aura effrayante, il exige de savoir avec quoi Bei s'est réveillé. Englouti dans l'aura, Bei ment à nouveau qu'il ne s'est pas réveillé. Cela ne fait que rendre son père plus en colère, et il brise une bouteille de boisson sur la tête de Bei. Quand il apprend que Bei s'est réveillé avec le rang poussière, il devient plus furieux et lui crie dessus. Lin Sheng est un homme violent qui ne peut pas contrôler ses émotions. Dans la vie passée de Bei, la fureur et la gêne de son père à cause du rang de poussière se sont transformées en violence. Il a frappé Bei, mais sa mère s'est interposée comme elle le faisait toujours. Enfant faible, Bei ne pouvait que regarder son père battre sa mère pendant 1 heure. La raclée était si forte qu'un coup à la tête l'a rendu mentalement instable. Il ne pouvait que pleurer en voyant sa mère se faire frapper dans sa vie antérieure. Maintenant, il renaît, il a pour but de changer les choses. Il n'a toujours pas ce qu'il faut pour défier son père, un guerrier de classe Abyss de rang C, et il aura besoin de temps pour monter de niveau. Les tactiques qu'il a utilisées contre Hong ne fonctionneront pas ici. Son père est à un autre niveau avec une véritable expérience du combat. Bei réalise tristement qu'il ne peut pas encore toucher son père. Son père l'attrape par les cheveux, se plaignant qu'il regrette que Bei soit né. Bei sait qu'il est dans un pétrin profond. Son père est rentré tôt pour l'attendre et ne le laissera pas partir tant qu'il ne sera pas satisfait. Connaissant la violence de son père, il voulait éloigner sa mère de la maison. Bei est heureux de l'avoir fait sortir, mais alors qu'il se réjouit intérieurement, un coup atterrit sur sa tête. Les choses empirent lorsque quelqu'un entre dans la maison. C'est sa mère, la personne même qu'il a essayé d'empêcher d'être témoin de la violence. Sa mère est horrifiée de voir Lin Sheng frapper la tête de son fils alors qu'il est allongé sur le sol. Elle s'était précipitée aussi vite qu'elle le pouvait pour nourrir son fils affamé, ce qui explique son retour rapide. Bei est terrifié de voir sa mère, se demandant si l'histoire est sur le point de se répéter. Comme prévu, Lin Sheng reporte son attention sur la pauvre femme. Dans un flashback, Bei est assis dans une cellule de prison. Dans sa vie passée, il est devenu la première personne à passer d'un niveau vert à un niveau platine. À cause de cet exploit, son compagnon de cellule se demande pourquoi il a été arrêté et amené dans une prison pour ceux qui sont condamnés à mourir. La seule déclaration de Bei était qu'il méritait de mourir parce qu'il avait battu sa mère à mort. Il a été condamné à mort pour avoir tué son père en vengeance de ce qui était arrivé à sa mère. Maintenant, dans le présent, l'histoire est sur le point de se répéter. Alors que Lin Sheng continue sa folie, la mère de Bei court pour voir son fils.
Bei sait qu'il est plus fort qu'une personne ordinaire qui n'aurait pas survécu au coup de poing de son père. Sa mère essaie de l'aider à se relever, le protégeant de son père en colère. Lin Sheng continue ses diatribes, disant à sa femme qu'il était heureux quand elle était enceinte. Comme ses frères et sœurs ne pouvaient pas produire de fils, il croyait qu'il était destiné à restaurer la gloire de la famille. Cependant, il est dégoûté par ce qui a suivi. Son fils, son grand espoir, s'est réveillé avec la pire classe, le rang de poussière. Lin Sheng crie à sa femme, lui rappelant que Bei ne peut pas avancer car c'est une classe de déchets. Il blâme les gènes de sa femme pour le résultat. Lin Sheng perd le contrôle et lève la main pour la frapper, mais Bei ne le permettra pas. Il utilise Flash Blink pour dépasser sa mère et bloquer l'attaque de son père. Lin Sheng est projeté en arrière et sourit héroïquement. Sa mère est inquiète, sachant ce qui va suivre. Lin Sheng se lève et marche avec arrogance vers son fils, avec l'intention de le battre à mort. Bei prévoit d'utiliser l'attaque de parade, mais avant qu'il ne puisse activer la compétence, le coup de poing de son père traverse son épée et frappe son visage. Bei crache du sang, réalisant amèrement l'énorme fossé de puissance entre eux. Avant qu'il ne puisse respirer, un autre coup de poing arrive. Il le bloque avec ses mains, mais le choc blesse quand même ses côtes. Lin Sheng prépare une autre frappe puissante pour remettre son fils à sa place, faut qu'il ait le courage de le défier. Bei voit le coup de poing arriver, mais ne peut ni l'esquiver ni le bloquer. Il se couvre seulement la tête avec ses mains lorsque le coup atterrit. Lin Sheng dit à Bei qu'il mérite de mourir pour s'être réveillé avec une classe inutile. Pourtant, Bei reste debout, ne voulant pas laisser l'histoire se répéter. Voir Bei toujours debout rend Lin Sheng plus en colère. Il se moque de lui demandant s'il pense être le vrai de vrai juste parce qu'il s'est réveillé. Lin Sheng attrape une chaise, prêt à écraser son fils. La mère de Bei le tient alors qu'il se prépare à recevoir le coup. Juste à ce moment-là, une voix autoritaire à l'extérieur exige qu'ils ouvrent la porte. Lin Sheng est déçu par l'interruption. La mère de Bei tient son fils, soulagée par la pause. Cependant, la frappe n'est pas une surprise pour Bei car il l'a organisée. Lin Sheng fait le dur à cuire en ouvrant la porte, mais son attitude change quand il voit qui est là. Deux hommes à l'air dur se tiennent à la porte et demandent à Lin Sheng pourquoi il a mis si longtemps. Les deux hommes sont des enquêteurs de l'inspection, Liang et Shen Jinwu. Liang est le capitaine adjoint de rang à rouge, tandis que Shen Jinwu est un rang C bleu. Lin Sheng est choqué de les voir, et tout en tremblant, demande ce qu'ils font chez lui. Liang lui montre une photo d'un criminel recherché nommé Snow, demandant à Lin Sheng s'il l'a vu. Apparemment, le bureau a reçu un appel disant que Snow avait été vu dans le bâtiment, donc la police mène une fouille de maison en maison. Lin Sheng est soulagé d'apprendre qu'il n'est pas la raison de leur visite. Il sourit, leur disant qu'il n'a pas vu de neige. Puisque la neige est populaire et toujours à la télé, il leur assure qu'il le signalera s'il le croise un jour. Juste à ce moment-là, Liang remarque que Bei est en mauvais état et demande à Lin Sheng ce qui s'est passé. Lin Sheng ment en disant que son fils a été imprudent et est tombé en faisant des courses. Il tape sur l'épaule de Liang, lui disant de ne pas s'inquiéter de ces questions insignifiantes. Avant qu'il ne puisse finir, Bei l'interrompt, disant aux officiers que son père ment. Bei déclare avec audace que son père l'a frappé, c'est pourquoi il est tout ensanglanté. 18 minutes plus tôt, Bei avait utilisé la cabine téléphonique de l'appartement pour appeler la police, disant qu'il avait vu de la neige dans le bâtiment. Il savait qu'il ne plaisanterait pas avec les nouvelles concernant la neige, mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent si vite. Il est heureux qu'il soit venu car cela lui a donné assez de temps. Lin Sheng essaie de rejeter les paroles de son fils, mentant en disant qu'il n'a pas ce qu'il faut pour battre son propre fils. Cependant, Bei réplique avec la vérité. Il dit aux officiers que son père l'a frappé à la tête avec une bouteille de vin et au bras avec un tabouret. Bei continue de pointer où son père l'a frappé, disant aux officiers qu'ils peuvent évaluer son corps pour voir les blessures. Il va plus loin en citant leur état de droit, stipulant que les éveillés qui ne peuvent pas contrôler leur comportement violent et nuire aux autres doivent être détenus dans la prison des éveillés pendant 15 jours. Les policiers sont choqués et impressionnés par les connaissances de Bei. Lin Sheng se tourne vers son fils avec mépris. Avec tout ce que Bei a dit, Liang n'a pas d'autre choix que d'arrêter Lin Sheng. Les policiers l'attrapent immédiatement, et quand il essaie d'atteindre son fils, ils lui disent de se calmer ou ils utiliseront la force. Lin Sheng est sorti de la maison de force, mais il menace d'anéantir son fils une fois qu'il sera de retour. Bei l'ignore et ferme la porte alors qu'il est emmené. Une fois qu'ils sont en sécurité, la mère de Bei court l'embrasser. Bei est soulagé d'avoir pu sauver sa mère. Cependant, il a 15 jours pour devenir plus fort et promet à sa mère que Lin Sheng ne la touchera plus jamais. Avant que son père ne soit emmené, Bei a réussi à prendre la clé de son coffre-fort. Il sait que son père a quelque chose d'important à l'intérieur, car c'est ainsi qu'il est passé du rang E au rang C. Plus tard, Bei se dirige vers le coffre-fort et l'ouvre. Le contenu était un secret que Bei a appris après la mort de son père dans sa vie passée. Il ouvre le coffre-fort et sort une lame effrayante. Bei prévoit d'affronter les grottes démoniaques en utilisant la lame. Étant donné que les grottes démoniaques sont le seul moyen d'améliorer sa classe, il sait qu'il n'a pas d'autre choix que d'entrer dans le labyrinthe. Cependant, il y a un problème.
Les grottes démoniaques sont sous la juridiction des dieux, et seuls les membres de la guilde peuvent y entrer. Celles où Bailly peut entrer actuellement sont gérées par l'école. Il peut également accéder à une grotte démoniaque cachée qu'il connaissait de sa vie passée. Bientôt, BYE se rend à la grotte démoniaque cachée, déterminé à surpasser tout le monde aussi vite qu'il le peut. Pendant ce temps, dans la salle de détention de l'inspection, des agents parlent de l'observation de neige comme d'une fausse alerte. Ils ne sont pas en colère car ils sont toujours prêts à vérifier tout ce qui est lié à la neige. Pendant qu'ils discutent, Lin Sheng essaie de les corrompre pour sa libération. Lin est dégoûté par le comportement de Lin Sheng, surtout depuis qu'il était membre d'une guilde. Les agents lui disent que les choses vont empirer si la corruption est ajoutée à ses accusations. Ils l'incitent à rester sur place pour la nuit avant d'être envoyé à la prison des éveillés le lendemain matin. La rage de Lin Sheng est entièrement dirigée vers son fils. Puisque Bailly sait que son père sera dehors dans 15 jours, il se prépare à affronter les grottes démoniaques pour monter de niveau. Les grottes démoniaques sont un autre espace parallèle à leur monde, accessible par une porte qui apparaît de nulle part. Une fois découvertes, elles sont principalement reprises par des guildes car elles abritent des bêtes démoniaques et des minerais, ce qui en fait le meilleur endroit pour les éveiller pour s'améliorer. Cependant, une équipe est généralement nécessaire pour entrer car les grottes sont dangereuses. Celle que Bailly est sur le point d'affronter n'a été découverte que 5 ans plus tard dans son passé. Une grotte de rang F nécessite 3 guerriers de rang E, tandis qu'une grotte de rang E a besoin d'une équipe de 5 personnes composée de 3 guerriers de rang E et de 2 guerriers de rang D. Bailly est confiant que la grotte qu'il est sur le point de défier est de rang F. Les grottes démoniaques sont connues pour être dangereuses, mais comme Bailly n'a pas d'autre choix, il doit affronter la grotte seul. Il sait pourquoi il doit devenir plus fort dès que possible. Armé de l'arme du coffre-fort de son père, il entre dans la grotte démoniaque. La zone est remplie de glace et de neige, et Bailly suppose qu'il se trouve dans le domaine d'une bête magique de type nuage. Alors qu'il se promène dans le domaine, il rencontre bientôt un ours des glaces endormi. Devant lui se trouvent des squelettes humains montrant que d'autres ont peut-être pénétré auparavant. Pendant qu'il regarde autour de lui, un loup forestier assoiffé de sang apparaît et manque de peu de l'attraper. Le loup de rang est toujours plus fort que Bailly. Bailly saute en arrière pour éviter le loup, mais il revient vers lui. Il est capable de bloquer les dents du loup avec la lame. Bailly passe ensuite à l'attaque, abattant le loup d'un seul coup. Ceci est possible grâce à l'arme de rang A qu'il manie. C'est une arme qui n'est pas disponible sur le marché, c'est pourquoi son père l'a gardée cachée. Avec cette arme, Bailly peut combler l'écart de compétences entre lui et les bêtes. L'arme est connue sous le nom de lame Wu faite de pierre Wu. Elle est si puissante qu'elle coupe le fer comme du beurre. Cependant, même avec l'arme, Bailly sait qu'il a besoin d'au moins 4 coups pour abattre les bêtes à cause de leur défense. Il taquine nonchalamment en disant à quel point il regrette d'être un éveillé de rang L. Il apprend qu'il doit vaincre 20 loups pour améliorer un niveau sur son ensemble de compétences. Étant donné qu'il se bat dans une zone de glace, son élément nuage recevra les améliorations. Il lui faudra 10 niveaux améliorés pour passer du rang E au rang D. Bientôt, Bailly est entouré d'une meute de loups attirés par l'odeur du sang. C'est une opportunité parfaite mais dangereuse pour monter de niveau. Les loups l'attaquent en bande, mais il s'appuie sur 2 compétences, l'esquive et la contre-attaque. Il se ferait un chemin sans subir de dégâts tout en infligeant des dégâts aux bêtes. Il abat la première meute, chaque élimination lui donnant 52 points d'expérience. Il a également acquis des crocs de loup. Après avoir éliminé la meute, il doit s'occuper du roi loup. Utilisant son agilité, il inflige plusieurs coupures au corps du loup, ne lui laissant aucune chance de guérir. Le roi loup meurt, et Bailly gagne 56 points pour l'élimination. Parce qu'il a vaincu le roi loup, il a également gagné un diamant de loup des neiges. Après avoir éliminé la première meute, BYE a suffisamment d'expérience pour passer au rang D. Il a également gagné 12 points d'attributs et les attributs comme bon lui semble. Il remarque qu'il est déjà fatigué après avoir éliminé seulement 20 loups et n'est pas impressionné par la faiblesse des corps de rang E. Il sait également qu'il a besoin d'un sac à dos dimensionnel pour ranger son butin. BYE admet qu'il est difficile d'affronter une grotte démoniaque en solo. Le diamant de loup des neiges qu'il a gagné est un joyau durable utilisé pour fabriquer des armes spéciales et il est cher sur le marché. Il sait que le seul moyen d'accéder à une grotte démoniaque de haut niveau est de rejoindre le noyau divin. Étant donné que les écoles d'éveil sont sous les guildes, elles envoient souvent des représentants pour recruter des guerriers potentiels. C'est le rêve de chaque étudiant de se diplômer et de rejoindre une guilde. Mais si un étudiant est expulsé de son équipe, sa carrière est probablement terminée, ce qui est arrivé au père de BYE et c'est pourquoi il est coincé au rang C. En regardant sa situation actuelle, BYE réalise qu'il brûlera encore plus d'endurance en affrontant les bêtes seules. Il est déjà épuisé. Avant qu'il ne s'en rende compte, une autre meute de loups apparaît. Il décide d'utiliser un truc qu'il a dans sa manche. Il court, et les loups le suivent. Il les emmène dans une forêt où il abat des arbres pour se donner de l'espace. Cette perturbation attire l'autre bête de la forêt, le python des nuages. Maintenant, BYE doit gérer des loups et des pythons. Pour se sortir de cette situation, BYE lance son plan. Il déclenche une forte explosion, espérant que cela réveillera une bête en particulier. Son plan fonctionne car l'ours givré endormi sort de sa tanière avec colère. L'ours enragé attaque tout ce qu'il voit.
Les loups et les pythons ne sont pas à l'abri de la rage de l'ours et se font tous démolir. Pendant que l'ours saccage tout, BY nettoie par derrière, gagnant un tas de points d'expérience. Il continue avec ses tactiques, gagnant des points et obtenant des crocs de python et des crocs de loup. BY utilise la faiblesse des bêtes contre elle. Ils sont agressifs mais manquent de cervelle. En utilisant l'ours contre les autres, il économise son endurance. Cependant, il doit encore les achever pour gagner de l'expérience. Après s'être battu pendant quelques minutes, BY est épuisé. Il décide de passer à la phase suivante de son plan. Une fois que les bêtes sont alignées, il frappe le sol glacé et le brise pour les tuer. Il a analysé le terrain et a remarqué qu'il se trouve sur un pont de glace suspendu entre deux falaises. Ce plan brillant élimine presque toutes les bêtes en une seule fois. BY est épuisé mais doit encore s'occuper de l'ours givré et des loups restants. Le système débloque un nouveau titre pour lui, un contre-cent. Avec ce titre, ses stats augmentent de 10% lorsqu'il combat plusieurs ennemis. Cependant, BY ne s'inquiète pas encore de l'ours givré. Il sait que chaque grotte a un boss final et s'attend à ce qu'il se manifeste. Il a causé suffisamment de chaos et se demande pourquoi le boss n'est pas apparu. Soudain, un sort de glace frappe la zone. Avant qu'il ne puisse réagir, lui et les bêtes devant lui sont touchés. BY réalise que son hypothèse était fausse. Le boss final s'était déjà réveillé et attendait le moment idéal où tout le monde serait épuisé. BY et les bêtes sont rassemblés au même endroit, ce qui rend difficile l'évasion. Le sort le frappe et ses jambes sont déjà gelées. Il réalise que le pont de glace faisait partie du piège du boss. Le boss a tout mis en place pour se montrer et récolter toutes les récompenses. BY se rend compte que le boss final de la grotte est intelligent. Le boss final est le singe démon Kaelin, qui a également d'autres singes comme garde. Presque tout le corps de BY est recouvert de glace, empêchant tout mouvement tandis que le singe démon arbore un sourire maléfique. Apparemment, la grotte est à haut risque et nécessite un groupe de guerriers de rang E. Avec son corps complètement gelé, BY craint de tomber en hypothermie, ce qui serait sa fin. Le singe boss lève la main, pointe BY et ordonne à ses singes d'attaquer. Réalisant qu'il est piégé, BY a recours à la compétence de parade. Étant donné que la compétence de parade nécessite un timing précis, BY attend que le coup soit sur le point d'atterrir. Il active les compétences de parade et de brisement, brisant la glace et bloquant l'attaque entrante. Bien que temporairement libre, BY sait qu'il a des ennuis car il a drainé une grosse partie de son endurance. La compétence de brisement permet à un éveillé d'utiliser toute son énergie pour se libérer des effets de contrôle, mais elle consomme une grande quantité d'endurance. BY estime que le singe démon aura besoin de temps avant d'utiliser à nouveau une compétence ultime, et il doit le tuer avant cela. Le singe démon ordonne ensuite aux ours des glaces et aux loups d'attaquer BY. Étant donné que l'élément nucléaire a des problèmes contre l'élément nuage, BY sait que ses chances de gagner sont faibles. Il a peu d'endurance et s'épuise. Le singe démon s'assoit comme un vrai méchant tout en donnant des ordres à ses serviteurs. BY sait qu'il mourra si d'autres bêtes se présentent. Tout en essayant de trouver une issue, il est attaqué par l'une des bêtes singes, qui tente de le fracasser avec un gourdin. BY parvient seulement à bloquer l'attaque, mais est repoussé. Son genou raclant le sol glacé alors qu'il essaie de maintenir son équilibre. L'attaque soudaine fait perdre à BY toute sa force, le mettant dans une situation de grave désavantage. Les cris constants de l'ours des glaces l'affaiblissent davantage. Un ours lance un rocher de glace sur BY, mais il parvient à le couper. Cependant, le froid n'aide pas car son endurance a presque atteint 0. Une fois que le singe démon remarque que BY est presque à bout de force, il utilise une autre compétence ultime, la tempête de glace. BY est choqué, ne s'attendant pas à ce que la compétence ultime du singe ait un temps de recharge aussi rapide. Ses yeux s'illuminent d'horreur alors qu'il fixe l'attaque entrante. Cela lui rappelle que dans sa vie passée, il a fait face à des situations de vie ou de mort et a développé un sens pour reconnaître les opportunités. BY se dit que dans son état actuel, il a deux options. Il peut rester et se battre, mais comme son endurance est à sa limite et qu'il continue de subir des dégâts, il ne survivra pas. La deuxième option est simple, s'enfuir. BY ne perd pas de temps à choisir l'option 2 et saute de la falaise. Cependant, le singe démon le frappe avec un sort de glace qui attrape ses pieds, lui faisant perdre l'équilibre et tomber à la place. Avec de la glace formée autour de lui, BY s'écrase dans la rivière en contrebas. Alors qu'il se bat pour sa vie, sa mère entre dans sa chambre à la maison. Elle pense que BY dort encore, mais est choquée de trouver la pièce vide. BY avait quitté la maison la veille, un vendredi, et maintenant c'est samedi. Sa mère trouve un mot de son fils disant qu'il est allé chez un ami. BY l'encourage à ne pas s'inquiéter, mais le mot ne fait que la rendre plus anxieuse car elle sait qu'il lui aurait dit en personne au lieu de laisser un mot. Elle se demande ce qui se passe avec lui car il se comporte différemment depuis la veille. La femme est mal à l'aise avec plusieurs choses qui lui trottent dans la tête. De retour dans le donjon, BY a survécu à la chute. Sauter de la falaise faisait également partie de son plan. Il se souvient que près de 100 bêtes sont tombées dans la rivière lorsqu'il a brisé le pont de glace plus tôt. Cependant, il n'a obtenu des récompenses que pour 40, ce qui signifie que les autres ont survécu. BY tousse de douleur en se traînant hors de la rivière froide. Bien qu'il ait survécu, il est à court d'endurance. Il souffre d'une perte de sang,
d'une basse température et est complètement affaibli. Son corps est également gravement endommagé par sa chute d'un endroit élevé. Sans aucun doute, YE sait qu'il est à sa limite. Alors qu'il est allongé là, il se demande si c'est vraiment la fin. Avant qu'il ne s'en rende compte, il est entouré de bêtes comme les ours polaires, prêtes à l'achever. Alors qu'il se rapproche, Bei se remémore. Il se souvient de son temps avec le noyau divin, des bons moments avec ses coéquipiers et de l'attention de sa mère. Il se souvient aussi de la méchanceté de son père et de la douleur de la trahison du traître. Une voix dans sa tête lui dit que c'est la fin. C'en est assez pour que Bei serre les poings et décide que ce n'est pas fini. Il parvient à se relever. Alors qu'un ours polaire est sur le point de l'achever, il lève la main et empêche ses dents géantes de se refermer. Bei est déterminé à ce que les mauvaises choses de sa vie passée ne se reproduisent pas. Il est déjà mort une fois, perdant tout. Cette fois, il prévoit de tout renverser. Avec une détermination retrouvée, Bei écrase l'ours polaire et le jette au loin. Il expire un souffle froid et saisit à nouveau son épée courte. Sa tentative désespérée déclenche quelque chose qui peut pousser à un avancement de classe. Bei se tient debout avec une aura jaune tourbillonnant autour de son corps, entouré de monstres. Sa décision de faire un donjon en solo et d'affronter des bêtes dangereuses était de se faire ressentir le désespoir de son passé. Ce sentiment déclenche une poussée d'adrénaline, qui, espère-t-il, provoquera un avancement de classe. Bien qu'il ait failli mourir, il n'a pas rempli les conditions. Cependant, au lieu d'un avancement de classe, il apprend une nouvelle compétence ultime, épéiste sacré nucléaire. C'est bien en avance sur son temps et son niveau. Bien qu'il n'ait pas avancé sa classe, la compétence sera très utile. Avec cette compétence et cette adrénaline, Bei déborde d'énergie. Il pointe son épée sur les bêtes, leur disant qu'il est temps d'être anéanti. Une bête bouge et les autres suivent. Bei reste impassible et prépare son épée courte. Alors qu'il se rapproche, il déclenche une attaque de vitesse dangereuse et tourbillonnante appelée Sanctuaire qui traverse toutes les bêtes environnantes en un seul coup. Il les abat alors que des notifications apparaissent, lui disant qu'il a vaincu des ours polaires et des loups des forêts et montrant les points d'expérience acquis. Après avoir éliminé les monstres, il acquiert des objets comme la peau de bête du champ de glace, l'os nufière et la dent de sang. La compétence de Sanctuaire efface sa fatigue et restaure son endurance perdue. De plus, Bei obtient une amélioration et obtient le titre de vagabond du champ de glace. Cela offre une résistance aux créatures élémentaires du nuage, plus une réduction des dommages de sang, ce dont il a exactement besoin. Bei fixe le sommet de la falaise, promettant d'anéantir le reste des bêtes, y compris leur chef. Avec le flot de points d'expérience, il passe au niveau 9 de la classe. Bei active immédiatement l'effet de vagabond du champ de glace pour résister au froid. La compétence de Sanctuaire lui permet également de stocker les dégâts des attaques, puis de les libérer sur un groupe d'ennemis à la fois. Cependant, il ne peut l'utiliser qu'après avoir subi beaucoup de dégâts. Il est reconnaissant que la compétence ait restauré son endurance. Bei se souvient alors qu'il doit finir rapidement et rentrer chez lui avant que sa mère ne s'inquiète. Il escalade la falaise et se dirige vers le palais du chef des singes démons. Le singe démon est protégé par des bêtes de glace, mais Bei s'en moque et fait irruption dans le palais. Après avoir éliminé plus de bêtes, il est maintenant au dernier niveau de la classe E, niveau 10. Pendant ce temps, il est maintenant 11 heures du soir, et la mère de Bei est sérieusement inquiète. Elle a préparé de la nourriture, mais elle se demande où est son fils. Elle prie pour qu'il aille bien. Maintenant, dans le palais du chef, Bei élimine les ours polaires qui le gardent et doit combattre les gardes personnels du chef, les singes effrayants. Le chef singe a l'air effrayé et ordonne à ses gardes d'éliminer Bei. Un singe saute sur Bei, mais il bloque simplement, puis le tranche facilement en deux. Le chef singe voit cela et réalise que les choses pourraient être graves. Il libère avec colère son ultime, l'assaut de la tempête de glace, mais cela n'a aucun effet sur Bei qui est maintenant immunisé. Bei se précipite vers le chef singe. En désespoir de cause, le chef lève son bâton, activant un sort qui fait briller le joyau dessus. Cela met les autres singes en mode hyper, mais Bei ne les considère pas comme une menace. Il ne les voit que comme des bêtes qu'il doit tuer pour atteindre la classe D. Bei tranche les bêtes comme si elles n'étaient rien avant de soulager le chef singe d'un de ses bras. Le chef hurle de douleur alors que le sang coule du membre sectionné. Avant qu'il ne puisse faire autre chose, il voit Bei le regarder avec un regard fixe. Bei déclenche une série de coupures sur le corps du chef, le vainquant. Une notification apparaît, indiquant à Bei qu'il a vaincu avec succès l'utilisateur d'éléments nuages de classe D, le roi de la forêt d'azur, et a gagné 1000 points d'expérience. Il avance également au guerrier nucléaire de classe D. Après cela, il voit des objets à ramasser. En raison de l'expérience qu'il a acquise en combattant un ennemi élémentaire du nuage, le système lui indique qu'une nouvelle profession est sur le point de se réveiller. Bei est choqué, ayant oublié cela. Une aura rouge et bleue émane de son corps. Il réveille la profession de mage élémentaire du nuage et peut maintenant changer de profession à tout moment. Bei est ravi d'avoir réveillé une profession rouge même en classe E. Contrairement à la classe nucléo avec son bonus de 100%, la classe rouge est livrée avec 200%. La force de la classe rouge est déjà au même niveau que sa classe actuelle. Bei ramasse ensuite l'arme de mage, la pierre de magie,
et trouve une bourse magique qui peut contenir 20 objets. Pendant qu'il pille, les bêtes restantes ne peuvent que regarder. Une fois qu'il a terminé, Bailly lève les yeux et réalise que certaines bêtes ont survécu. Puisqu'il vient de réveiller une nouvelle profession, il décide de l'essayer sur elle. Il passe en mode mage, une aura rouge émanant de ses yeux alors qu'il se prépare à les anéantir. Il est maintenant 5 heures du matin le lendemain, un dimanche. La mère de Bailly n'a pas dormi et est assise dans le salon en espérant le retour de son fils. À ce moment-là, Yi ouvre la porte et elle se lève immédiatement. Bailly entre en souriant, s'excusant de l'avoir fait s'inquiéter. Sa mère accourt et le serre fort dans ses bras en pleurant. Bailly est choqué de voir qu'elle l'attendait et qu'elle n'a pas mangé. Il lui dit alors qu'il a de bonnes nouvelles. En quittant le donjon, BYE a rassemblé des objets de valeur grâce à la poche magique qu'il a trouvée. Après son départ, il rencontre un courtier en minerai. Le courtier propose d'acheter le minerai pour 8 cents, mais BYE propose 8000. Cela choque le courtier. BYE ne discute pas et reprend simplement le minerai. Le courtier est obligé d'augmenter son offre à 2000, mais BYE contre-attaque à nouveau en demandant 5000. Le courtier propose 3000 comme offre finale. Alors qu'il dit cela, BYE commence à augmenter le prix, et il s'apprécie rapidement à 7000. Le courtier discute toujours, mais quand il se rend compte que BYE ne s'arrêtera pas, il accepte rapidement de prendre le minerai pour 7000. Puisque BYE a de l'expérience avec les courtiers de sa vie passée, il sait comment traiter avec eux. Avec l'argent qu'il a obtenu en vendant le minerai, il loue un appartement pour sa mère. Dans sa vie passée, sa mère tombait d'un problème à l'autre, mais maintenant BYE veut juste prendre soin d'elle et s'assurer qu'elle s'amuse. Il conclut l'accord d'appartement devant sa mère, la choquant avec le prix élevé. À 8 heures du soir ce dimanche, ils s'installèrent dans le nouvel appartement. BYE est heureux de voir sa mère sourire car il y a longtemps qu'il ne l'a pas vue avec une telle expression. Même avec un nouvel appartement et en passant de la classe E à la classe D, il sait qu'il ne peut pas baisser sa garde à cause de son père. BYE veut régler le problème avec son père avant de s'en prendre à sa cible principale. Il porte ensuite une pierre magique sur son bras droit qui augmente une zone d'effet magique de 50%. Au même moment, on s'entraîne dur pour dépasser sa limite, sautant d'un labyrinthe à l'autre sans se reposer. Même lorsque sa sœur essaie de le convaincre de se reposer, il repousse sa main. On est prêt à tout pour rester au sommet. Ailleurs, une personne inconnue vérifie la liste des étudiants nouvellement éveillés, déçus par le manque de talent exceptionnel. Le lendemain matin à 7h30, la mère de BYE avait préparé de la nourriture pour lui. BYE est choqué de réaliser qu'il est en retard. Il demande pourquoi elle ne l'a pas réveillé, et elle répond qu'il se reposait si bien qu'elle n'a pas pu se résoudre à le déranger. Elle lui tapote la tête, l'exhortant à manger lentement. Avec le réconfort de sa mère, BYE se calme, réalisant que cela fait longtemps qu'il n'a pas dormi paisiblement ou pris un petit déjeuner sans se presser. À ce moment-là, sa mère lui demande s'il y a quelque chose qu'il veut, comme un jouet ou un livre. BYE est surpris par l'offre soudaine de cadeaux. Sa mère lui rappelle que son anniversaire est vendredi prochain, le 5 juin. BYE réalise qu'elle a raison, mais il a totalement oublié car cela fait trop longtemps qu'il n'a pas célébré. Après la mort de sa mère dans sa vie passée, plus personne n'a fêté son anniversaire et il a progressivement oublié. Pendant qu'il mange, BYE se creuse la tête pour penser à tout ce qu'il veut, mais il est confus car il a déjà ce qu'il désire vraiment. Son prochain objectif, le plus important, est de tuer le traître qui a causé sa mort et celle de son équipe. Quand BYE arrive à l'école, il apprend qu'il se prépare à la simulation de combat. Le professeur se tient devant les nouveaux éveillés, leur parlant de cela. Il explique que l'académie est supervisée par la guilde divine qui surveillera chacun de leurs mouvements. La simulation de combat est la meilleure façon de les impressionner. Il leur dit que cela servira d'évaluation de fin d'études et sera diffusé en direct. Le meilleur interprète pourra participer à un camp d'entraînement avec la division du lycée. Le camp n'a lieu qu'une fois par an et c'est la meilleure opportunité de se connecter avec la guilde divine. L'école organise généralement les meilleurs élèves des collèges et lycées pour se rendre ensemble à la nation de Shanghai où se trouve le siège de la guilde divine. BYE se souvient de la nation de Shanghai comme l'endroit où il a rencontré son maître et où le traître est né. Cependant, le traître n'a jamais rencontré son maître car il a rejoint le noyau divin après lui. BYE sait qu'il doit obtenir des scores élevés dans l'évaluation pour entrer dans le camp d'entraînement, ce qui lui donne plus de chances de trouver le traître. La bataille de simulation a lieu ce vendredi, dans 4 jours. Alors que certains sont excités, des gens comme 4 sont inquiets car cela se déroule à l'intérieur d'un vrai labyrinthe. Le professeur pointe ensuite la salle d'entraînement pour leur première session, le conditionnement physique dans la salle de gravité où chacun doit commencer par 10 séries de courses de navettes. Étonnamment, BYE s'approche de son professeur en disant qu'il ne veut pas utiliser la salle d'entraînement recommandée. Cela choque le professeur et les autres élèves. Le professeur dit à BYE de ne pas s'emballer juste parce qu'il a vaincu Hong, pensant qu'il essaie de sauter l'entraînement. Mais BYE précise qu'il veut un entraînement plus spécialisé. Le professeur est confus et demande si BYE insinue qu'il y a un problème avec ses méthodes. BYE révèle que le conditionnement physique est nécessaire pour la plupart des éveilleurs, donc la salle de gravité n'est pas une mauvaise option. Cependant,
il pense que la course de navette est seulement la meilleure pour les classes comme les assassins et les guerriers, qui nécessitent de la vitesse et de la coordination, et tout le monde n'en a pas besoin. Il dit au professeur que les classes comme les mages et les chantres sont mieux adaptées pour s'entraîner dans la salle des éléments. Il ajoute que tout le monde devrait être autorisé à s'entraîner différemment puisque leurs classes sont utilisées différemment. Le professeur entend cela et souligne que Bei lui apprend essentiellement son travail, qui en surprend et est choqué. Elle réalise que la méthode d'entraînement proposée par Bei est la même que celle mentionnée par un officier d'entraînement du noyau divin, Monsieur Dong Yang. Cependant, c'est une nouvelle méthode, et elle ne le saurait que parce que son père a rapporté la cassette vidéo à la maison. Kian est surprise que Bei ait eu la même idée. Spec dit à Bei d'éviter d'être brusque avec le professeur, qui est l'entraîneur le plus autoritaire de l'école. Au lieu de se mettre en colère, le professeur tapote Bei sur l'épaule, sourit et dit que la méthode d'entraînement qu'il a mentionnée est intéressante. Le professeur explique ensuite qu'avec autant d'élèves, il serait difficile de répondre aux besoins spécifiques de chacun à court terme. Il souligne que la simulation de combat évalue les performances des élèves, et si elle est mal faite, elle pourrait faire dérailler toute la vie d'un élève. Bei se souvient que bien qu'il ait eu une mauvaise famille, son professeur l'a soutenu dans sa vie passée, l'aidant à devenir une personne responsable. Il se tourne vers le professeur, lui assurant qu'il ne le laissera pas tomber. Le professeur demande ensuite à Bei comment il a l'intention de s'entraîner en tant que guerrier nucléaire. Bei suggère d'activer la suppression élémentaire dans la salle des éléments à son réglage maximum. Cela choque le professeur et même les specs. Bei ment, disant que même s'il est un guerrier, il veut équilibrer ses capacités pour défier ses faiblesses, cachant le fait qu'il veut entraîner sa profession de mage. À ce moment-là, Kui-in lève la main en disant qu'elle est également intéressée à pratiquer le contrôle élémentaire. Le professeur cède et dit aux deux de faire comme ils veulent, mais les exhorte à faire de leur mieux lors de l'évaluation finale. Kui-in s'approche de Bei en suggérant qu'ils s'entraînent ensemble, mais il lui dit rapidement qu'il entre dans une pièce privée en la rejetant. Kui-in affirme que ce refus l'a motivé à faire de son mieux. Pendant l'entraînement dans la salle élémentaire, Bei a quelques difficultés car il est encore nouveau dans la profession de mage, mais il prévoit de la maîtriser dans le peu de temps dont il dispose. Il prévoit également de cacher sa capacité à changer de profession, car l'école est sous la supervision des dieux, et chaque mouvement d'un étudiant est surveillé. Il veut éviter de devenir une cible précoce pour les dieux. Pendant ce temps, Kui s'entraîne avec seulement 1% de suppression élémentaire, pensant qu'elle peut rivaliser avec la force de Bei. Bei n'est pas non plus prêt à interagir avec ses camarades de classe, voulant les protéger. Après l'école, Spec et son ami rattrapent Bei, lui disant de ralentir. Les deux étaient les meilleurs amis de Bei au collège dans sa vie passée. Parce qu'ils étaient tous faibles, ils ont partagé le même sort d'être intimidés. Avoir ses amis faibles autour de lui était le seul moment heureux qu'il ait eu au collège. Maintenant, visant à se venger, Bei ne pense pas avoir besoin d'interaction sociale. Pour s'échapper, il monte sur son vélo et s'en va, les laissant derrière lui. Il n'arrive pas à croire qu'il s'est enfui à nouveau alors qu'ils étaient censés être un trio inséparable. Spec souligne que Bei a totalement changé depuis l'éveil, semblant maintenant être une personne confiante. Quelques instants plus tard, il rattrape Bei, qui les attend. Il dit à Spec de faire vérifier ses poumons quand il sera libre. Les deux sont heureux qu'il se soit enfin arrêté, mais Bei brise à nouveau leurs espoirs, leur disant qu'ils sont trop lents pour le suivre. Il monte sur son vélo et s'en va, laissant les deux sous le choc. Dans sa vie passée, Spec a soudainement été diagnostiqué avec une maladie pulmonaire et est décédé peu de temps après. Bei veut que Spec reste en vie et en bonne santé, même s'ils ne deviennent pas amis. D'un autre côté, Spec croit que Bei est toujours la même personne même s'il semble maintenant froid. Au terrain d'entraînement des recrues dans la nation de Shanghai, deux hommes parlent d'une nouvelle recrue qui a bien performé. La recrue a les mêmes cheveux que le traître qui a trahi Bei et son équipe. Ce soir-là, lorsque Bei est rentré chez lui, il a dit à sa mère d'éviter de sortir seul. Il lui assure qu'il rentrera toujours tôt avec les provisions. Bei est inquiet car il sait que l'environnement n'est pas entièrement sûr pour sa mère, et il doit lui fournir un meilleur endroit. À la prison des éveillés, Ling Sheng est déjà en train de conclure un accord avec l'un des chefs. Le lendemain, mardi, Bei a réussi à se familiariser avec le fonctionnement des mages, réalisant que la clé est le temps d'incantation et le calcul de la puissance élémentaire requise. Pendant qu'il pousse la salle d'entraînement à ses limites, ses amis ont du mal avec les courses de navette. L'entraînement continue le lendemain, et après cela, Spec et son ami demandent à Bei de se joindre à eux pour le dîner. Comme prévu, il refuse catégoriquement, disant qu'il doit rentrer tôt chez lui. Cependant, il laisse à ses amis quelques conseils, leur racontant une technique secrète pour les archers. L'ami, qui est un archer, se réjouit après avoir entendu les conseils. Jeudi, Spec se rend à la clinique où le médecin lui dit qu'il a beaucoup de chances d'être venu. Le médecin l'informe qu'une tumeur parasitaire à croissance rapide se trouve dans ses poumons. Le médecin dit à Spec de programmer une opération chirurgicale dans un grand hôpital bientôt pour la faire retirer. Spec remercie le médecin et lui assure qu'il prendra rendez-vous. Alors qu'il part,
il se souvient que BYE était celui qui l'avait mis en garde contre ses poumons. Il se demande comment BY savait qu'il y avait un problème, ce qui ajoute au mystère qui l'entoure. Juste à ce moment-là, il entend des gars parler de Hong. On a atteint le niveau 4 de la classe E, et il croit qu'il sera le meilleur interprète de l'évaluation. Il s'avère que sa famille a un labyrinthe privé, que on utilise pour monter de niveau dans le cadre de leur armée privée. C'est à ce moment que le trio mentionne quelque chose qui attire l'attention de Spec. On prévoit de donner une leçon à BY après l'école pour ce qui s'est passé le week-end dernier. Le trio parle de la colère de Hong et du fait qu'il prévoit même de tuer BY. On s'est armé d'une arme pour être plus dangereux. Spec entend cela et réalise que son ami est en grave danger. Inquiet, Spec passe à l'action, décidant qu'aider BY est la meilleure chose qu'il puisse faire. Il se précipite dans le couloir de l'école, pensant aux trucs inutiles que Hong pourrait essayer. Spec craint que Hong ait rassemblé ses voyous pour aider à tabasser BY. Il s'arrête soudainement, pensant à quel point il sera inutile même s'il essaie d'aider. Il veut reculer, mais il se souvient que BY l'a aidé. Il considère BY comme son frère et est prêt à se sacrifier pour le sauver. Spec se dirige vers l'armurerie de l'école et brise la serrure pour entrer. Il est tiraillé à l'idée de briser les règles, mais il ne peut pas se sortir de la tête l'idée que BY l'a sauvé. Il pousse la porte, prêt à mourir pour sauver son ami. Il regarde les armes sur le support et choisit une hache géante. Soudain, il entend la voix de Kuyin derrière lui demandant pourquoi il s'introduit dans l'armurerie. Spec veut rester silencieux, mais Kuyin insiste en lui demandant ce qui ne va pas puisqu'il a l'air pressé. Spec crie alors à Kuyin qu'il doit aller sauver la vie de BY. Pendant ce temps, BY a remarqué qu'il est suivi, mais il atteint une ruelle avant de dire à quiconque c'est de sortir. On sort, l'air menaçant avec une épée à la main. Il dit à BY qu'il est là pour régler leur compte. BY se retourne avec un visage pitoyable, demandant à Hong s'il pense avoir ce qu'il faut pour le vaincre. On répond qu'il est sûr qu'il peut abattre BY. Il dit cela en se précipitant vers BY avec sa compétence appelée accélérer. On affirme qu'il s'est entraîné sans arrêt depuis l'incident. En plus d'accélérer, on active une autre compétence pour apparaître derrière BY. Juste avant qu'il ne puisse porter un coup, BY se déplace très vite hors du chemin. Une fois qu'il y a une ouverture, il attrape Hong et l'écrase au sol. On a l'aide de douleur, réalisant que la puissance d'attaque de BY est bien supérieure à la sienne. Il n'arrive pas à croire que cela soit possible, et BY lui dit qu'il n'est pas le seul à s'être entraîné. BY sort son poignard et l'écrase dans le sol à côté de la tête de Hong. On réalise enfin que BY est bien en avance sur lui en puissance et en force. Ils ont peut-être le même âge, mais on comprend que la silhouette menaçante devant lui est quelqu'un qu'il ne pourra jamais surpasser. On est choqué que BY ait également augmenté de niveau et lui crie dessus, lui demandant quel est son niveau. Il refuse de le croire, lui demandant comment il a fait. On révèle qu'il s'est engagé dans un entraînement supplémentaire juste pour atteindre le niveau 4, ce qui a demandé beaucoup de travail acharné. Il n'arrive pas à croire que BY soit toujours plus rapide. BY sourit quand on mentionne à quel point il s'est entraîné dur. BY lui demande simplement s'il est déjà mort. Avec un couteau sous la gorge, on dit à BY de le tuer ou de le torturer. On pense que BY l'a rabaissé, et BY l'admet. Cependant, il assure à Hong qu'il ne le déteste pas tant que ça. BY est impressionné que Hong l'ait suivi et ne lui ait pas tendu une embuscade ou appelé ses amis pour l'attaquer en groupe. BY comprend que Hong essayait juste de tester sa propre force. On hurle à BY de le tuer maintenant ou de risquer de mourir de ses mains plus tard. Il ne veut pas que BY prétende pouvoir le comprendre. BY réfléchit à nouveau et dit à Hong qu'il retire ce qu'il a dit sur le fait de ne pas trop le détester. Pendant ce temps, Spec et Kuyin sont arrivés mais se cachent et observent. Ils sont surpris de voir que BY a géré la situation sans leur aide. Ils voient BY assis sur Hong comme s'il n'était personne, et Hong ne bouge même pas. BY dit alors à Hong qu'il a un marché à lui proposer. Il fait savoir à Hong qu'il existe un moyen pour lui de devenir plus fort, mais en échange, il doit faire quelque chose pour lui. Le lendemain, vendredi, est le jour de l'évaluation. Le professeur dit aux élèves rassemblés qu'il est temps de passer à la simulation de combat. Il explique que même s'il s'agit d'une simulation, ils entreront dans un véritable labyrinthe. Bien que la majeure partie de la puissance du labyrinthe ait été scellée, il existe encore des dangers. Le professeur les exhorte à agir en fonction de leurs capacités car il y a beaucoup de monstres dangereux à l'intérieur. Pour assurer la sécurité des élèves du secondaire ont été chargés de les guider. Les aînés ne se battront pas, mais on s'attend à ce qu'ils interviennent face au danger. Une équipe de 4 à 5 personnes sera formée avec un élève senior à leur tête. Ils peuvent choisir entre les donjons de classe E et les donjons de classe F. Cependant, les donjons de classe E sont beaucoup plus difficiles, et le professeur les exhorte à ne pas en essayer un s'ils n'ont pas la force. Il ajoute qu'échouer au défi entraînera la perte de crédits académiques, ce qui montre à quel point c'est important. Après avoir donné les instructions, le professeur leur dit de commencer à choisir leur niveau de donjon. Il demande aux élèves de lever la main s'ils veulent défier le donjon de classe E. Un total de 8 élèves, dont Kuyin et Hong, lèvent la main pour les donjons de classe E. Spec est surpris que certains élèves soient assez fous pour s'attaquer aux donjons dangereux. Sur un groupe de 180 élèves, le professeur annonce que 8 se sont portés volontaires.
Il leur fait savoir que les autres seront répartis au hasard dans les donjons de classe F. Cependant, Kuei-in remarque que Bei n'a pas levé la main. Juste à ce moment-là, Bei s'approche du professeur en disant qu'il aimerait défier le donjon de jade spirituel de classe D de l'école. Tout le monde est stupéfait lorsque Bei fait cette déclaration. Lorsque Bei a déclaré qu'il défierait le donjon de jade spirituel de classe D de l'école, un silence choqué a rempli la pièce. Son professeur le regarda sans voix devant cette requête absurde. Parmi les élèves stupéfaits, Hong Shensheng et la présidente de classe, Kuei-in, regardaient avec incrédulité. Le professeur se reprit rapidement et dit à Bei qu'il devait plaisanter, affirmant que personne ne défiait un donjon de classe D tout de suite et refusa sa requête. Cependant, le regard intense de Bei montrait qu'il était tout à fait sérieux. Juste à ce moment-là, le doyen de la division du collège, Hong Liang, s'avança. Il expliqua que les donjons de classe D sont très dangereux et normalement destinés aux élèves du secondaire qui ont atteint la classe D ou supérieure. Impassible, Bei rétorqua que les règles de la simulation de combat permettent aux élèves de choisir leur propre niveau. Il continua en disant que le but de l'école est de trouver des talents exceptionnels pour la guilde divine, et que les critères pour de tels talents incluent la bravoure et la force. Bei demanda alors si le doyen avait réellement l'intention de lui refuser la chance de démontrer ses qualités. Acculé par la logique de Bei, le doyen Hong Liang céda légèrement, mais présenta un nouveau problème. Tous les donjons doivent être entrés en équipe. Bei répondit immédiatement qu'il pouvait le faire seul. Cela irrita le doyen qui déclara que l'entrée en solo est interdite par les règles de l'école pour assurer la sécurité des élèves. Au moment où la situation atteignait une impasse, Kuei leva la main et annonça avec assurance qu'elle choisirait également le donjon de classe D, son visage semblant déterminé. Le doyen Hong Liang, visiblement agité, interrogea la décision de Kuei-in, lui demandant si elle avait perdu la tête et s'inquiétant de la façon dont il affronterait son père si elle avait des ennuis. Kuei-in resta sur ses positions, expliquant qu'elle voulait également le score le plus élevé possible et qu'elle était impatiente de tester ses capacités. Avec un clin d'œil confiant, elle se tourna vers Bei et proposa de faire équipe. À son grand étonnement, Bei refusa brutalement, disant qu'il prévoyait de nettoyer le donjon tout seul. Avant que Kuei-in ne puisse réagir à son nouveau rejet, le professeur intervint, en posant une main sur leurs deux têtes. Il déclara que le refus de Bei n'était pas valable, les obligeant à former une équipe. Le doyen, soupirant de frustration, accepta à contre-cœur, marmonnant à quel point les nouveaux élèves étaient devenus arrogants. Le professeur souligna alors un nouveau problème. Étant donné que leur équipe n'avait que 2 personnes tentant un donjon dangereux, il était peu probable que des élèves seniors se portent volontaires pour les superviser. Juste au moment où il semblait que leur défi était impossible, une main se leva du groupe des aînés. Un jeune homme charismatique s'avança avec un sourire charmant, déclarant que les fleurs de la mère patrie ont toujours besoin de quelqu'un pour les protéger. L'expression du professeur se transforma en soulagement, et il dit aux volontaires qu'avec lui là, il pouvait enfin se reposer. Kuei-in, maintenant à côté de Bei, reconnut l'aîné qui s'était porté volontaire. Elle dit à Bei que son nom était Xiling et mentionna qu'il avait failli rejoindre la prestigieuse équipe scolaire ultime. Alors que Xiling s'approchait d'eux avec un sourire narquois, Bei se demanda qui était cette personne et ce qu'était cette équipe. Quand Xiling était devant lui, Bei déclara simplement qu'il n'avait jamais entendu parler de lui. Ce commentaire amusa Xiling, qui pensa que Bei n'était qu'un pan ignorant, désireux de se montrer sans comprendre ses limites. L'équipe finale étant prête, le professeur s'adressa à tous les élèves. Il annonça que les équipes étaient affectées et que la simulation de combat commençait officiellement, créant un grand portail rougeoyant. Il expliqua que leur progression dans les donjons serait diffusée en direct par des drones professionnels, surveillant chacun de leurs mouvements. Avec un dernier mot d'encouragement, il les exhorta à faire de leur mieux et à voir qui obtiendrait le meilleur score. Alors que les élèves se préparaient à entrer, Bei regarda droit devant lui avec une détermination intense. L'Académie des éveillés a été créée sur le site d'une immense grotte de démons conquise. Au fil du temps, cette grotte majeure a créé de nombreux portails de niveau inférieur plus petits sur les terrains de l'école, utilisés par les divisions du collège et du secondaire. Ces nouveaux donjons avec des niveaux de puissance principalement entre la classe F et la classe D ont servi de terrain d'entraînement parfait pour les élèves. Alors que des élèves comme Speck et son ami entraient dans leur portail, la simulation de combat commença. À l'intérieur de leur portail, Bei, Kuei-in et leur superviseur senior, Xiling, étaient suivis par un drone. Bei était conscient que la simulation était diffusée et que chacune de ses actions était enregistrée. Il savait qu'il devait se contrôler et ne pas révéler tous ses atouts, surtout face à des menaces inconnues, pensant aux dieux qui le regardaient. Sa raison de choisir ce défi était claire. Le donjon de jade spirituel contenait quelque chose dont il avait désespérément besoin. L'équipe est arrivée dans une forêt sombre, au bord d'une falaise. À leurs pieds se trouvaient les restes d'une vigne épineuse, brillant d'une faible énergie verte, preuve de leur première victoire. Xiling s'avança avec assurance entre Bei et Kuei-in. Il leur a dit de ne pas s'inquiéter car il les protégerait, se vantant d'avoir de l'expérience dans le nettoyage de donjons de classe des mêmes non scellés avec d'autres éveillés puissants. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt,
Kuei-in a demandé à Ziling quelle était la force des monstres dans un donjon de classe D. Il a expliqué que leur niveau variait de E5 à D5. Cependant, comme les donjons de l'école ont leur bête la plus forte scellée, il était peu probable qu'ils affrontent un véritable monstre de classe D, et il n'y aurait pas de boss. Il a ajouté avec un sourire qu'il ne devrait pas sous-estimer les monstres de classe de haut niveau, car leur puissance d'attaque et leur vitesse peuvent être fortes. Il leur a rappelé qu'en tant que nouveaux élèves, ils n'étaient encore que des petits poissons, et Kuei-in a hoché la tête en signe de compréhension. Ziling s'est ensuite tourné vers Kuei-in, promettant de trouver des monstres de bas niveau pour qu'ils accumulent des points et l'assurant qu'il ne la laisserait pas se blesser. Alors qu'il parlait, il remarqua que Bei s'était avancé loin devant, une étrange aura verte brillant autour de lui. Ziling fit une pause, déconcerté par l'action de Bei. Il cria, avertissant Bei de ne pas courir si loin au cas où il mettrait un monstre en colère. Bei s'arrêta et se retourna, disant brutalement à Ziling qu'il faisait trop de bruit, ce qui laissa le seigneur sans voix. Avec un sourire confiant et des yeux brillants, Bei a dit à Ziling de simplement rester en arrière car son aide ne serait pas nécessaire. Ziling et Kuei-in ne pouvaient que regarder Bei continuer d'avancer, prenant les devants. La vue s'est déplacée vers la caméra de diffusion en direct, montrant le trio alors que la diffusion officielle de la simulation de combat de cette année commençait. De retour à l'académie, de grands écrans ont été installés pour que les étudiants et le personnel puissent regarder les retransmissions en direct de la simulation de combat, montrant les progrès des équipes dans les donjons. La scène se déplace ensuite vers une pièce privée avec une plaque qui indique l'équipe scolaire ultime. À l'intérieur, un jeune homme aux cheveux verts, le vice-capitaine de l'équipe, était en communication. Il a exhorté la personne qu'il appelait le capitaine à regarder l'émission, mentionnant que c'était intéressant cette année. Avec un sourire, il a souligné qu'un étudiant de première année avait choisi de défier un donjon de classe D. Une voix de femme a répondu, son visage caché dans l'ombre, demandant quelle profession l'étudiant avait éveillé. Le vice-capitaine a expliqué que c'était la partie la plus fascinante. L'étudiant était un guerrier nucléaire, l'une des pires professions disponibles. Intriguée par cette confiance imprudente, la mystérieuse capitaine a déclaré qu'elle voulait regarder et voir ce qui donnait à l'élève une telle audace. L'histoire se déplace pour montrer les autres équipes d'étudiants dans leurs propres défis. Dans un donjon de classe F scellé, Specs paniquait, criant au monstre de rester à l'écart tout en agitant un tambourin. Son équipe combattait des chauves-souris enflammées de classe F et des chauves-souris féroces avec ses coéquipiers au corps à corps pendant qu'il fournissait un soutien depuis l'arrière. Un étudiant senior supervisant son équipe lui a dit de ne pas être si tendu, lui rappelant que son rôle était de fournir des buffs à distance de sécurité. Spec, cependant, était toujours terrifié, s'exclamant à quel point même les monstres de classe F de niveau le plus bas étaient effrayants. Pendant ce temps, dans un donjon de classe scellé, la menace était plus grande. Les équipes affrontaient des meutes de crocs féroces, des bêtes ressemblant à des loups crépitants d'énergie élémentaire. L'équipe de Hong Qinsheng avait du mal avec plusieurs membres blessés au sol. Un guérisseur s'occupa d'un des blessés, lui demandant s'il allait bien. Voyant son équipe en difficulté, un Hong déterminé déclara que s'il ne pouvait pas le gérer, il affronterait lui-même les bêtes. Alimenté par sa rivalité, il chargea sur un croc féroce, criant qu'il surpasserait absolument Bei. Une fenêtre d'état rouge est apparue lorsqu'il a frappé, montrant une compétence qui augmentait sa force, son taux de coup critique et son vol de vie, le poussant à sa limite. La scène revient au donjon de classe des scellés où Bei venait de déclencher une puissante attaque, une barre oblique d'énergie verte coupe en l'air. Il se tenait calmement entouré des cadavres sanglants de plusieurs bêtes féroces. Les notifications du système ont confirmé ces tueries, chaque monstre de classe lui accordant 30 points d'expérience. Ses coéquipiers, Ziling et Kuei-in, ont regardé de loin avec incrédulité, leur superviseur balbutiant en demandant comment Bei avait pu faire cela. Avant qu'il ne puisse répondre, une nouvelle menace est apparue. Deux énormes monstres araignées à plusieurs yeux rampant vers eux. Imperturbable, Bei a simplement expliqué à Kuei-in que les monstres ici étaient scellés et n'avaient que la moitié de leur pouvoir, c'est pourquoi ils n'étaient pas trop difficiles à gérer. Kuei-in, toujours émerveillé en le regardant manier la grande lame du coffre-fort de son père, a fait valoir que même à mi-force, il avait combattu de nombreux adversaires à la fois. Elle a admis qu'elle était encore loin d'atteindre son niveau. Alors qu'il se tournait pour relever le prochain défi, Bei lui a dit qu'il était inutile de se comparer aux autres. Avec une expression calme et concentrée, il lui a conseillé de se concentrer sur son amélioration personnelle. Amusé par les paroles sèches de Bei, Kuei-in sourit vivement, serrant son grimoire alors qu'elle déclarait qu'elle ferait de son mieux. Ziling, cependant, regardait de côté avec un air renfrogné, fulminant que ce jeune homme arrogant volait la vedette. Il s'avança, essayant de réaffirmer son autorité en rappelant à Bei qu'il s'agissait d'un donjon de classe D et qu'il ne devait pas devenir trop confiant. Tapant les cheveux de Bei avec condescendance, Ziling a reconnu que sa performance était bonne pour une première fois, mais l'a averti que ce donjon avait 3 cavernes et ne serait pas si facile. Il a commencé à donner des conseils tactiques, ordonnant à Kuei-in de s'occuper des monstres de droite. Sans pause, Bei l'interrompit, déclarant qu'il prendrait le côté gauche, laissant Xilin confus et ignoré.
L'équipe se tenait maintenant dans une grande caverne avec les corps de bêtes vaincus. Devant eux, le chemin se divisait en deux tunnels, et à l'extrémité de la caverne, un énorme seau magique rougeoyant pulsait. Alors que Bayi l'ignorait et parlait directement à Kuei-in, la frustration de Xiling grandissait. Bayi a demandé à Kuei-in si elle pouvait gérer seule les monstres de niveau inférieur sur le chemin de droite. Mis à l'écart, Xilin ne pouvait que regarder, pensant à quel point ce junior était irrespectueux. Bayi a expliqué à Kuei-in que le but de la simulation était de tester leurs capacités individuelles, et qu'elle devait prouver sa propre force. Il lui a ensuite posé une question simple. Ne voulait-elle pas obtenir un bon score? C'était toute la motivation dont Kuei-in avait besoin. Son expression devint ferme alors qu'elle déclarait qu'elle comprenait et pouvait le faire. Avec le plan établi, Bayi emprunta seul le chemin de gauche, tandis que Kuei-in et Xialing prirent la droite. Regardant le dos de Bayi alors qu'il partait, le visage de Xialing se tordit de rage. Marmonnant une malédiction, il décida que si Bayi ne voulait pas apprendre la manière facile, il devrait recevoir une leçon la manière difficile. Dans un éclair de lumière dorée, il invoqua un arc brillant, ses intentions devenant clairement malveillantes. De retour dans la salle de visionnage, les professeurs et les élèves regardaient la diffusion en direct de Bayi avec émerveillement. Des captures d'écran des images de drones le montraient en train d'abattre à lui seul des hordes de monstres de classe E. Un spectateur s'exclama qu'il était incroyable le nombre de bêtes que Bayi avait déjà vaincues. Un professeur a demandé quel était son niveau actuel, et un autre a répondu que son rapport officiel le listait toujours comme 1, bien que son niveau réel ne soit pas clair. Le groupe a deviné qu'il devait être au moins E3, voire E4 maintenant. Pendant ce temps, Bayi affrontait les monstres araignées géants sur son chemin. Le professeur qui avait supervisé la cérémonie d'éveil expliqua à ses collègues que la décision de Bayi d'envoyer Kuei-in à droite n'était pas aléatoire. Il avait intelligemment observé les correspondances élémentaires, en voyant l'utilisateur de l'élément fleur, Kuei-in, affronter les monstres de l'élément stellaire, lui donnant un avantage naturel. Le professeur a fait l'éloge des décisions intelligentes et de la conscience tactique impressionnante de Bayi, même lors d'un test à haute pression. Se souvenant de la promesse de Bayi de ne pas le décevoir, le professeur sourit avec fierté, réalisant que le garçon ne faisait pas que se vanter. Il regarda l'écran avec intérêt, se demandant ce que son élève ferait d'autre. La scène a ensuite confirmé l'analyse du professeur du point de vue de Bayi. Il avait en effet remarqué plus tôt que les bêtes de type stellaire venaient principalement de la grotte de droite. Sachant qu'elles étaient aussi d'un niveau inférieur, c'était le défi parfait pour Kuei-in qui avait l'avantage élémentaire. Suivant son chemin, Kuei-in s'est retrouvé face à un monstre massif ressemblant à un scarabée avec des marques violettes brillantes. La créature a chargé férocement sur elle. Réagissant rapidement, elle a claqué sa main sur le sol et a lancé un sort en criant mur de vigne. D'épaisses vignes épineuses ont jailli de la terre, enveloppant le monstre et le retenant. Malgré le sort réussi, le visage de Qian montrait un grand effort et de la détermination alors qu'elle préparait sa prochaine attaque, criant pour une autre vague. Avec un autre cri féroce, Kuei-in a ordonné aux vignes épineuses de se resserrer. Elles ont serré l'énorme monstre scarabée, écrasant sa carapace, faisant couler le sang et infligeant un effet de poison mortel. La créature est tombée, vaincue. Une notification du système a confirmé son succès dans la destruction du Bugstar de classe E et lui a attribué 30 points d'expérience. Kuei-in a serré le poing en signe de triomphe. Son visage s'est illuminé de fierté en s'exclamant qu'elle l'avait fait à nouveau. Depuis l'entrée de son propre chemin, Bayi suivait ses progrès. Il a noté que les mages, même au niveau de la classe E, ont déjà leurs compétences de classe de base. Dans le cas de Kuei-in, c'était la capacité de créer un mur toxique en utilisant des plantes, une compétence connue sous le nom de mur de vigne. Bayi était vraiment impressionnée. Pour sa première fois dans un donjon, elle était très calme face à des monstres plus forts qu'elle. Elle avait également le sens tactique d'utiliser sa compétence de mur non seulement pour la défense, mais aussi pour piéger le monstre et créer une zone de destruction plus petite. Il a conclu qu'elle avait définitivement un talent naturel pour le combat. Après avoir confirmé qu'elle pouvait gérer son côté, Bayi a tourné toute son attention vers le seau rougeoyant massif au bout de sa caverne. Des flammes de 5 éléments différents clignotaient autour de lui, et il imaginait que les monstres scellés de classe D du donjon devaient être derrière lui. Avec Kuei-in gérant les bêtes sur son chemin, il était libre de se concentrer sur son propre objectif plus dangereux. Alors qu'il s'approchait du seau, Bayi a réfléchi à sa stratégie. Il était convaincu qu'il pouvait obtenir un score élevé tout en cachant sa véritable force, même avec les drones diffusant chacun de ses mouvements. Cependant, il devait planifier soigneusement sa prochaine étape, surtout avec un seau aussi puissant devant lui. Pendant ce temps, regardant depuis l'entrée du chemin de Qian, Xiling était furieux. Il n'arrivait pas à croire le culot de ces juniors qui ignoraient complètement son autorité, décidant que s'ils étaient si confiants, il leur montrerait un vrai défi. Ses yeux tombèrent sur le seau magique dans la caverne principale. En un instant, il apparut derrière Kuei-in, tirant son arc doré. Il visa non pas un monstre, mais le sol devant elle. Avec un sourire malicieux, il déclara qu'il devrait essayer ceci et déclencha une flèche de lumière brillante.
La flèche frappa la terre avec une force explosive, manquant de peu Kuei-in, mais ouvrant un trou profond et sombre dans le sol. Kuei-in se retourna, confuse par l'attaque soudaine. Xiling, faisant semblant d'être innocent, lui demanda nonchalamment pourquoi elle avait esquivé, affirmant qu'il essayait juste de l'aider en ajoutant un buff. Mais du nouveau trou, un grognement menaçant résonna, et la forme brillante d'une créature massive émergea. Avant que Kiin ne puisse réagir, un féroce lion à 2 têtes bondit du gouffre, chargeant sur elle à une vitesse terrifiante. Une fenêtre système a identifié la bête comme un lion violent à 2 têtes de classe D de niveau 11. L'apparition soudaine d'un monstre non scellé aussi puissant a laissé Kuei-in figé de terreur. Sentant la soudaine poussée d'énergie démoniaque puissante, BY se retourna immédiatement, son attention attirée par le bruit sur le chemin de Kuei-in. Le lion à 2 têtes, maintenant entièrement sorti, rugit alors que son corps explosait en flammes. Réagissant par instinct, Kuei-in a jeté ses mains en avant, essayant désespérément de retenir la bête avec ses vignes épineuses. Cependant, le feu intense du lion était trop puissant, brûlant et brisant facilement les vignes. Son chemin dégagé, la bête s'est jetée, ses mâchoires massives grandes ouvertes et prêtes à la dévorer. Figé de terreur, Kuei-in ne pouvait que penser que c'était fini. À une distance sûre, Xiling regardait avec un sourire cruel, tirant son arc une fois de plus comme pour ajouter au chaos. Mais juste au moment où le lion était sur le point de frapper, BI a activé sa compétence d'accélération, une notification confirmant une augmentation temporaire de 50% de sa vitesse. Il s'était lancé en un éclair, interceptant la bête enflammée en plein bond. Le mouvement soudain a complètement surpris Xiling. En une fraction de seconde, BI a écarté Kuei-in. Poussant sa vitesse à sa limite, il a déclenché l'effet de clignotement flash, lui permettant de traverser l'attaque du lion et de porter un coup dévastateur sur sa tête. La frappe puissante a renvoyé la créature massive en arrière alors que BI atterrissait avec grâce, se plaçant entre le monstre et une Kuei-in stupéfaite. Maintenant debout sur la défensive avec sa grande lame, BI a été surpris par l'incroyable vitesse du monstre de classe D, réalisant que ce serait un combat difficile. Xiling a regardé le chaos avec un sourire tordu, pensant qu'il connaissait ce donjon de fond en comble. Il savait que même si la plupart des monstres de classe D étaient scellés, il y avait toujours un lion à 2 têtes qui s'échappait et qui apparaissait. Il se réjouissait en lui-même, convaincu que peu importe l'arrogance de ses recrues, il n'avait aucune chance contre un véritable monstre de classe D. Son plan sinistre a été révélé lorsqu'il a pensé au détail final. Le lion avait été amélioré par ses propres compétences. Une fenêtre d'état rouge brillante est apparue au-dessus de la bête enragée, confirmant l'astuce de Xiling. Le lion était dans un état de flèche de lumière, sa gravité réduite, et ses dégâts et sa vitesse considérablement augmentés. Xiling l'appelait mentalement le lion à 2 têtes le plus rapide. Une autre fenêtre d'état a montré que le lion était également berserk, lui accordant une autre augmentation de 10% de l'attaque et de 50% de la vitesse. Face à cet ennemi incroyablement fort, l'expression de BI est devenue sombre. Serrant le poignard du coffre-fort de son père, il se demandait s'il serait forcé de révéler toute sa force pour survivre. Se tournant vers Kuei-in, il lui a dit de se retirer à une distance sûre, disant que c'était un monstre qu'elle ne pouvait pas gérer. Kuei-in a regardé avec frustration et colère contre elle-même, maudissant son hésitation des instants précédents. Un lion massif à 2 têtes couvert de flammes a bondi dans les airs, se précipitant directement vers BI et Kuei-in. Juste au moment où BI se préparait à l'affronter seul, Kuei-in, le visage plein d'une détermination féroce, a tendu la main en avant et a crié son sort, mur de vigne. En un instant, d'épaisses vignes épineuses ont jailli du sol, attrapant le lion en plein vol et s'enroulant étroitement autour de son corps. Ne relâchant pas, Kiin a déversé plus de puissance dans son sort, criant pour une autre couche. Avec un rugissement final, elle a déclenché un mur de vigne à triple couche, piégeant complètement la bête enflammée et arrêtant temporairement son attaque. BI a regardé, surpris par sa soudaine démonstration de puissance. Se tournant vers lui, Kuei-in lui a demandé si elle pouvait se joindre à lui dans le combat, promettant de ne pas le retenir. Elle a déclaré que même si c'était un monstre de classe D, elle voulait l'affronter avec lui. Depuis les coulisses, Xiling a regardé avec incrédulité, se demandant si la fille avait perdu la tête puisqu'elle avait failli être mangée il y a quelques instants. Un petit sourire a effleuré les lèvres de BI alors qu'il commentait la rapidité avec laquelle elle s'était adaptée, admettant qu'il pensait qu'elle aurait été paralysée par la peur. Kuei-in a répondu avec une nouvelle confiance, déclarant qu'elle avait travaillé trop dur pour être vaincue ici. Maintenant debout côte à côte, ils se sont préparés à affronter ensemble le monstre de classe démaîtrisé, prêts pour que la vraie bataille commence.